Alors, bonjour à tous. J'attends d'être sûre que l'enregistrement commence. Alors, bonjour à tous. Je pense que nous allons pouvoir, commencer ce webinaire, donc d'une heure sur le pilotage de la fertilisation organique en viticulture bio. Donc, l'utilisation de la matière organique qui est un enjeu très important pour les viticulteurs bio de notre région Occitanie. Et en 2021, le comité technique régional viticulture bio a donc décidé de lancer un projet rassemblant différents partenaires sur cette thématique. En 2022, ce travail a permis d'aboutir à la création d'un guide sur les produits organiques utilisables en Occitanie. Ce guide caractérise les différents types de matières organiques, les bouchons, les composts, les vinasses, par exemple, et permet d'accompagner les agriculteurs dans leurs choix stratégiques, bien entendu en adéquation avec le contexte réglementaire. Je vous mettrai dans le chat le lien vers ce guide régional de 2022 afin que vous puissiez le consulter si vous ne le connaissez pas déjà et le télécharger. En 2023, donc les, mêmes partenaires de ce projet ont travaillé à l'élaboration d'un outil d'aide à la décision, intégrant une approche économique qui vous sera donc présentée aujourd'hui, afin de vous aiguiller dans vos choix de fertilisation. Nous serons, 2 à animer ce webinaire, donc Thierry, Massol, conseiller viticole à la chambre d'agriculture, du Tarn et moi-même, donc Marie Largeau à la chambre, régionale d'agriculture Occitanie. Et je vais donc passer la parole à Thierry. Donc bonjour à tous. Je suis chargé un peu de présenter le programme de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, Cyril Cassarini va vous présenter tout ce qui est caractéristique des produits organiques. Donc, Cyril travaille à la Chambre d'agriculture du Gard. Ensuite, Margot Huet, qui travaille à Sudvin Bio, présentera tout ce qui est réglementation par rapport à la matière organique. Et pour finir, Nicolas Dubreuil présentera l'OAD que nous avons conçu tous les quatre, voire cinq avec la Chambre du Lot avec Julien. Voilà. Après, pour toutes les questions que vous posez ou qui vont venir lors du webinaire, vous avez un petit onglet conversation, c'est que vous pouvez poser facilement vos questions. Elles seront prises à la fin. Et voilà, je relaterai les questions aux différents intervenants. Et puis après, je vous invite à vous inscrire dans le chat. Il va y avoir un lien que va mettre Nicolas pour recevoir à la fois le lien de la vidéo et aussi de la présentation et aussi du travail forcément de l'outil OAD que l'on a fait. Voilà, bon, je laisse la parole donc à Cyril pour la première partie sur les caractéristiques des produits organiques. Cyril, c'est bon, tu peux Oui, mettre ton diaporama. j'essaye de le partager. Voilà, ça arrive. Donc, bonjour à tous. Donc, déjà, comment piloter la fertilisation en viticulture biologique? Déjà, le premier principe, c'est de nourrir le sol pour nourrir les plantes, hein. On n'est pas sur de la fertie chimique qui va viser à favoriser l'activité biologique des sols par des matières organiques ou des cultures d'engrais verts ou de l'herbe spontanée. Pour piloter la fertilisation en viticulture, il est important de comprendre plusieurs choses. Un, le processus de minéralisation des matières organiques du sol, les besoins du sol, les besoins de la vigne, les différences et complémentarités des matières fertilisantes, c'est-à-dire les engrais et les amendements, les principaux outils de pilotage qu'on verra après de cette fertilisation. Donc, qu'est-ce que la minéralisation? C'est très important en viticulture biologique, puisque nous, on est tenu, on ne peut pas mettre d'engrais chimiques comme l'azote, donc ça va mettre un certain temps à se dégrader. Donc, les matières organiques fraîches, tout ce qui est les débris de flore, faune,
animaux, micro-organismes, champignons, vont se décomposer du fait de l'activité biologique et surtout du climat. Pensez à une chose, le climat chez nous, c'est très important. Ça va jouer sur beaucoup de choses, sur la minéralisation. Donc, on a deux transformations majeures qui sont à l'œuvre. La minéralisation qui met à disposition de la plante les éléments nutritifs et en premier lieu l'azote, l'humification qui aboutit à la formation d'humus stable. Les conditions de minéralisation dépendent des conditions climatiques. Sous nos climats, on a un pic de minéralisation qui a lieu à l'automne et un autre en hiver. Et on a des blocages de minéralisation au printemps, en été, sous l'effet du manque d'eau. C'est pour ça que quand on va parler d'engrais organiques, on le mettra sortie d'hiver et les amendements, on les mettra plutôt à l'automne. Ceci dit, ce n'est pas totalement vrai. On a fait des mesures en période caniculaire, au mois de juillet et d'août, et on s'est rendu compte, et l'INRA aussi, qu'on avait un relargage azoté terrible en juillet et août, et ça, on pense que ça provient de la mort des micro-organismes du sol quand il fait vraiment beaucoup trop chaud. La matière organique dans nos sols en milieu méditerranéen, elle est presque continuellement minéralisée à cause des températures et de la douceur et des sols qui sont chauds. Et on a rarement de la création d'humus stable. Répondre aux besoins organiques, aux besoins en matière organique d'un sol viticole. Donc on part du principe que sur nos sols, le taux de matière organique en sol viticole, il est compris entre 1 et 2,5%. Ça dépend de la texture. Si vous avez beaucoup d'argile, de limon, de matière organique, ce n'est pas toujours le cas. Si vous allez dans les zones littorales où il y a que du sable, vous allez plafonner à 0,5%, il ne faudrait jamais plus. Il faudra vivre avec. Les pertes, chaque année, on a 1 ou 2% de l'humus du sol qui va se dégrader du fait de la minéralisation des matières organiques, ce qui représente environ entre 400 et 1,6 tonne de pertes de matière organique. Donc ça, il faut le compenser. Ces pertes, on a plusieurs pratiques qui sont possibles, des apports de matière organique, donc des amendements, la conservation de couverts spontanés hivernaux jusqu'au début du printemps. Ça, c'est quand on garde des herbes, je dirais, endémiques. La décomposition des parties aériennes et des racines de ces couverts enherbés, ça fournit au sol entre 2 et 10 tonnes de matière fraîche, ce qui est non négligeable. On a aussi le broyage des sarments qui va restituer entre 750 et 2 tonnes de matière sèche qui représente entre 250 et 500 kg d'humus stable. Je pense qu'on est plus proche des 250 kg que des 500 parce qu'on a moins de vigueur à cause des canicules. L'intérêt de ces couverts hivernaux pour la fertilité du sol. La couverture hivernale des sols présente deux intérêts. Le premier, ça limite l'érosion. Le deuxième, c'est que ça va piéger les nitrates. Dans un même temps, cette pratique permet de restaurer la teneur en matière organique. Quand on évite le travail du sol après vendange, on a un enherbement naturel, spontané. Ça va être des diplostaxis, des raies gras qui font office d'engrais verts gratuits. Ces couverts, on va les conserver de l'automne et durant tout l'hiver, on les détruira sortie d'hiver au débourrement par broyage et discage. On peut aussi semer d'autres espèces comme des févroles, de l'avoine, de la vesse, mais bien sûr, ça a un coût économique beaucoup plus important. Ça, j'ai mis la photo pour illustrer mon propos. C'est une photo d'une levée spontanée au mois de novembre de fausses roquettes de Diplotaxis. Vous revenez au mois de février, ça monte jusqu'au fil porteur. Donc là, on a beaucoup de tonnes de matière fraîche. Quand on regarde sur un sol la capacité d'échange cationique, la CEC, c'est elle qui permet de fixer les cations, les éléments fertilisants qui vont être essentiellement la potasse, la magnésie et le calcium. Et ça, plus vous aurez un sol argileux avec de la matière organique, plus vous aurez un potentiel de fixation important, donc un gros frigo. Voilà. Si on regarde pour la vigne sur une analyse de sol, qu'est-ce qu'il nous faut en pourcentage de cette CEC? La potasse, il nous faut environ 4% de la CEC pour être bon. La magnésie, entre 6 et 8%,
en fonction des cépages, parce que vous avez des cépages qui sont plus ou moins sujets à la carence en magnésie. Et sur le phosphore, là, c'est une donnée, je dirais, un peu arbitraire. Il ne faut pas descendre en dessous de 100 mg par kilo de terre de phosphore, sinon on va avoir des carences. Si on regarde les besoins en éléments majeurs de la vigne, donc si on se base sur les rendements, à gauche, en haut, 30-40 hectolitres, en azote, il vous faudra 30 unités en apport, le phosphore 10 à 20 unités, le potassium 30 à 40 unités, le magnésium 10 à 25 unités. Pour ce qui est de 60 à 80 hectos, 40 à 50 unités d'azote. Pareil sur le phosphore, potassium 60 à 80 et le magnésium 20 à 30 unités. Et si on dépasse les 100 hectolitres hectares, il faudra au moins 50 à 70 unités d'azote, 10 à 40 de phosphore et 100 unités de potassium et 20-30 de magnésium. Pour le potassium, pensez à un truc mémotechnique. Quand vous produisez un hecto de vin, vous exportez une unité de potasse. C'est très facile comme calcul. Les éléments fertilisants, il faut bien comprendre qu'ils sont solidaires entre eux. S'il y en a un qui manque vraiment, si vous êtes en carence, tout le reste est bloqué. C'est la loi de Liebig. L'apport en phosphore ne doit pas être négligé parce que vous n'avez pas de carence visible de phosphore au vignoble. Ce que vous allez voir, c'est seulement une érosion de la vigueur et de la production parce que la vigne aura de plus en plus de mal à aller puiser le phosphore et vous allez avoir une baisse des rendements, mais pas de carence marquée sur le feuillage. Donc il faut amener du phosphore. Les oligo-éléments, eux, ils ont une action à dose très faible. Un emploi excessif peut engendrer une intoxication du végétal. Surtout sur les sols acides, on peut avoir des intoxications qui sont dues au manganèse ou au cuivre, mais ça vient des produits phyto, seulement en sol acide. On peut avoir aussi des carences en oligo-éléments, mais elles sont quand même extrêmement rares. Souvent, les gens utilisent des engrais foliaires à base de bore, de zinc, de molybdène pour la coulure sur grenache, mais en vérité, c'est surtout qu'ils ont des problèmes de virose de courneau. Engrais ou amendement, quelle différence et complémentarité? Donc, les engrais organiques, ce sont tous les produits dont l'emploi est destiné à nourrir la nutrition de la vigne, donc ça nourrit la plante. Les amendements organiques, ça va être des fertilisants composés essentiellement de combinaisons de carbone, donc souvent des déchets verts, ou des déchets verts avec des mélanges de fumier, de fientes de poule, qui servent à reconstituer le stock de matière organique du sol et à améliorer les propriétés physico-chimiques du sol. Réglementairement, les amendements sont définis comme faiblement concentrés en éléments fertilisants, moins de 3% en azote, en phosphore, en potasse. Donc ça sert à nourrir le sol grâce au carbone, tout ce qui est les éléments carbonés. Les engrais et les amendements sont complémentaires. Le maintien de la teneur en matière organique par des apports d'amendements, ça permet d'améliorer la capacité de stockage des minéraux, la CEC, et améliorer la structure du sol. Donc vous aurez plus d'air dans votre sol, donc plus d'eau, plus d'oxygène, et vous aurez un sol plus résilient en période de canicule, parce que vos micro-organismes, ils tiendront mieux que sur un sol hyper tassé où il y en aura très peu. Donc, toutefois, certaines matières fertilisantes agissent à la fois comme amendement organique et comme engrais. On peut citer par exemple le cas du compost de distillerie, des mares de raisin, qui est très chargé en potasse et en phosphore. Donc ça, c'est les produits ou les effluents d'élevage. Donc ces produits-là, de toute façon, quand vous mettez des amendements, vous allez toujours à des doses, si c'est un entretien sur vigne, au moins 15 à 20 tonnes, et si c'est entre un arrachage et une replantation, de 50 à 70 tonnes. Donc fatalement, vous allez amener énormément d'éléments fertilisants, donc faire une fumure de fond. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance de certains amendements minéraux quand vous avez des sols qui ont des pH inférieurs à 6. Alors, ça va être beaucoup dans les Pyrénées-Orientales, où un apport il faudra remonter ce pH parce que si vous avez un pH très acide, vous avez un blocage de la minéralisation et de la matière organique. Comment on va caractériser les matières fertilisantes organiques?
Alors, les indicateurs agronomiques pour caractériser les matières fertilisantes organiques, vous avez en premier la teneur en matière organique. Elle regroupe l'ensemble des composés organiques d'un produit que vous allez acheter. Le C sur N, carbone sur azote. Plus le C sur N est faible, plus le produit est riche en azote et faible en carbone, et il va se minéraliser très rapidement. Je prends un exemple, le 950, ça c'est d'origine de farine de plume, vous avez des fientes, des choses comme ça. C'est sur N de 8, vous mettez ça sortie d'hiver, février, début mars, et s'il pleut dessus, ça va se minéraliser très vite et vous aurez votre relargage d'azote voulu. Si vous avez des C sur N très élevés, exemple des déchets verts entre 15 et 18 et plus, donc quand vous mettez ces produits-là, là vous risquez d'avoir une fin d'azote parce que ça va consommer de l'azote ou ça sera neutre. Donc on est, voilà ce que vous disiez, on n'est vraiment pas dans le même objectif. Vous allez augmenter le taux de carbone et de matière organique. L'indice de stabilité de la matière organique, l'ISMO, donc il correspond au pourcentage de matière organique stable rapporté à la teneur en matière organique totale. Plus l'ISMO est élevé, plus vous allez contribuer à l'enrichissement du sol en humus. En gros, quand vous achetez un produit organique, demandez toujours au distributeur de vous fournir l'ISMO. Ça, c'est la mesure qui a remplacé le K1 qui est en dessous, le coefficient isohumique qui est plus très utilisé, qui permet d'estimer, pareil, la fraction du produit organique qui va contribuer à l'augmentation de la quantité d'humus du sol. Mais voilà, le K1, c'est beaucoup moins utilisé. Et pour finir, quel outil de pilotage pour la fertilisation? Donc déjà, l'observation du viticulteur ou du technicien. À l'automne, après vendange ou juste avant vendange, vous faites le tour des vignes et vous repérez les parcelles, vous avez des carences sur le feuillage notables. Les fosses pédologiques, ça souvent, ça peut être avant plantation, ça va vous renseigner sur le sous-sol, si vous avez une dalle rocheuse, si vous avez des bandes de sable. Donc ça veut dire que votre réserve en eau et en éléments fertilisants, elle sera moins importante ou au contraire plus importante. L'analyse de sol, ça, c'est la base. Il faut toujours faire une analyse de sol avant ou même au bout de 4-5 ans quand la vigne elle est plantée. Ça permet donc de choisir un porte-greffe, de déterminer la fumure de fond et les éventuelles carences de votre sol pour les redresser à l'automne si c'est sur la potasse et la magnésie. L'analyse du végétal, donc ça, ce sont les analyses pétiolaires. Alors ça en gros, c'est un Polaroid, c'est-à-dire c'est une photo à l'instant T de ce que consomme votre vigne. Souvent, on les fait au début véraison. Les données là-dessus, ça va vous donner des données, des éléments majeurs, voire des oligo-éléments, mais souvent c'est lié aux facteurs climatiques de l'année. C'est-à-dire, s'il ne pleut pas, ben, vous aurez peu de potasse dans les pétioles parce que la vigne n'a pas pu l'absorber. Souvent, c'est utilisé pour vous vendre aussi des engrais foliaires, pour pseudo-corriger ces carences, je dirais, du millésime, mais en vérité, ça sert à pas grand-chose. Vous avez l'analyse de Sarment. Pareil, ça estime l'état nutritionnel avant le débourrement, mais ça permet peu de méthodes correctives. Quand même, ce qui est important, ça reste l'analyse de sol. Voilà, j'en ai fini. Merci Cyril pour cette présentation. Donc on va passer à tout ce qui est réglementation maintenant autour de la matière organique avec Margot Huet de Sudvem Bio. Donc. Margot, Oui. je te laisse mettre le... C'est bon? C'est bon, on voit tout, impeccable. Nickel. À toi. Eh bien, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le contexte réglementaire. Donc le sommaire est construit en fonction en fait des questions qui vont remonter le plus souvent. Donc quelle est la réglementation générale? Quels sont les produits autorisés pour la fertilisation en vitibio? Quelles sont les matières et les pratiques fertilisantes qui sont autorisées, mais aussi celles qui sont interdites? Est-ce que les matières fertilisantes issues d'élevage conventionnel sont-elles autorisées en bio? Et puis, est-ce que l'enregistrement des apports est-il obligatoire et quel justificatif faut-il fournir? Donc on va commencer par une petite introduction. Donc les produits de fertilisation utilisables en viticulture biologique, ils doivent répondre à la réglementation générale d'une part.
donc soit française via le code rural qui va relater des règles de mise sur le marché et d'utilisation des matières fertilisantes, ou soit européenne via le règlement 2019-1009 qui, lui, va définir le cadre réglementaire des engrais CE. Et donc, ces produits de fertilisation doivent également répondre à la réglementation de l'agriculture biologique, qui est représentée par le règlement 2018-848 qui encadre vraiment la production biologique, et le règlement d'exécution 2021 1165 qui, lui, va concerner plus précisément la fertilisation en production biologique, et il va établir dans son annexe 2 des renseignements sur les engrais, les amendements et les éléments nutritifs qui sont autorisés pour couvrir les besoins nutritionnels des plantes. Alors, comme je vous le disais, en France, c'est le code rural qui régit l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture, avec notamment cet article L255.2 qui, en fait, soumet ces produits fertilisants à une autorisation de mise sur le marché. Mais il faut savoir que par dérogation à ce principe général, certaines matières fertilisantes vont pouvoir être dispensées si elles répondent à un des critères que je vais vous énoncer là. Donc, si ces matières répondent à une norme NFU, par exemple, rendue d'application obligatoire par un arrêté, elles peuvent également être dispensées d'un AMM si elles répondent au règlement européen numéro 2019-1009 si la mention engrais CE est indiquée sur l'étiquetage. Si elles répondent également à un cahier des charges qui est approuvé par un arrêté du ministre de l'Agriculture, ce qui est le cas par exemple pour les digestats de méthanisation. On peut avoir aussi une dispense d'AMM s'il s'agit de sous-produits d'une exploitation agricole cédés directement par l'exploitation, donc ce qui va être le cas de tout ce qui est fumier de ferme. Si elles font l'objet d'un plan d'épandage qui garantisse l'absence d'effets nocifs sur la santé humaine, animale et sur l'environnement. Et enfin, s'il s'agit de substances naturelles à usage biostimulant qui est autorisé donc par la loi. Alors maintenant, nous allons voir la réglementation liée à l'agriculture biologique. Donc, il est écrit dans le règlement qui encadre la production biologique que la production agricole, la production agricole biologique, repose sur la préservation et le développement de la vie et de la fertilité naturelle des sols. Et également, ce règlement bio va préciser que pour les cultures pérennes, l'activité biologique du sol doit être préservée et augmentée par la culture d'engrais verts et de légumineuses, donc à court terme, et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières de préférence compostées qui provient de la production biologique. Et lorsque ces mesures ne suffisent pas en fait à couvrir les besoins nutritionnels de la vigne, alors la réglementation autorise la fertilisation à être complétée par des apports de produits minéraux ou organiques dont la matière première doit être listée dans l'annexe 2 du règlement d'exécution. Donc, si on regarde cette annexe 2 du règlement d'exécution, il faut quand même savoir que le seul respect de l'origine de la matière première n'est pas toujours suffisant pour qu'un produit soit bio. Il y a certains intrants pour lesquels il y a des conditions spécifiques qui sont précisées dans cette annexe 2. Donc là, je vous ai mis l'exemple des mélanges compostés ou fermentés de déchets ménagers et vous voyez entouré en orange, en fait, on nous donne des concentrations maximales à ne pas dépasser pour pouvoir utiliser ces mélanges compostés ou fermentés de déchets ménagers. Alors, nous allons voir maintenant les matières et les pratiques fertilisantes qui sont interdites et autorisées en bio. Donc, il faut savoir qu'il n'existe pas de liste complète de fertilisants utilisables en bio. Donc, nous avons essayé là de reprendre les questions les plus fréquemment posées sur le territoire pour créer une liste qui n'est pas forcément exhaustive et dont voici ici les matières et les pratiques qui sont interdites en bio. Donc, tout ce qui est sels minéraux azotés, également tous les produits issus de traitement de l'eau, toutes les matières premières contenant des OGM ou des produits dérivés. Également sont interdits les chaux vives et éteintes,
les boues résiduaires d'industrie agricole ou agroalimentaire, les matières premières issues d'élevage industriel et également les produits à base de tourbe. Et ici, donc désolée pour cette liste un peu longue, c'est la liste donc, des matières et pratiques autorisées. Donc, sont autorisées les matières premières d'origine naturelle, organique ou minérale, sauf l'azote, comme on l'a vu tout à l'heure. Les fumiers frais, séchés, compostés, les fientes de volaille déshydratées ou compostées sont autorisés, sauf s'ils proviennent d'élevage industriel. Les excréments liquides d'animaux sont autorisés uniquement après fermentation ou dilution appropriée, et encore une fois, s'ils ne proviennent pas d'élevage industriel. Les produits issus de biodéchets sont autorisés, mais uniquement s'il y a un tri à la source qui est fait par un système de collecte fermé et reconnu par l'État, et si également les teneurs en métaux lourds sont inférieures à des seuils spécifiques. La fertilisation au sol, foliaire ou dans le réseau d'irrigation est autorisée. Les composts de champignonnaires le sont aussi si le substrat est conforme au bio. Tous les agents chélatants sont autorisés. Les déchets verts compostés ou non sont autorisés. Les digestats de méthanisation vont être autorisés s'ils sont faits à partir de sous-produits animaux autorisés en bio et ne doivent pas être appliqués sur les parties comestibles. Le biochar est également autorisé uniquement s'il est produit à partir de matières premières végétales et qu'il est traité après récolte uniquement à l'aide de produits phyto autorisés en bio. Et les vinasses sont autorisées à l'exclusion des vinasses ammoniacales. Voilà pour cette liste. Pardon. Maintenant, nous allons voir donc... nous allons voir donc les matières en fait organiques issues d'élevage conventionnel vont être autorisées en bio, qu'elles soient fraîches ou compostées, mais il faut que l'élevage ne soit pas considéré comme industriel. Donc la définition d'un élevage industriel, c'est une installation d'élevage intensif de volailles en cage ou de porcs en système de caillebotis ou de grille intégrale qui dépasse les seuils suivants, donc plus de 85 000 emplacements pour les poulets, 60 000 pour les poules pondeuses, plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production ou plus de 900 emplacements pour les truies. Donc, par définition, tout fumier issu d'autres espèces est considéré comme non industriel. Donc, vont être concernés les produits tels que les fumiers, les lisiers, les engrais en bouchon, les digestats et les composts, et ne sont pas concernés par cela les sous-produits animaux type plumes, farine de sang, cornes, poissons, etc. Donc, au niveau de l'enregistrement des apports et des justificatifs à fournir, vous devez savoir qu'en bio, tout apport d'intrants, qu'il soit phyto ou fertilisant, doit être justifié et consigné dans un registre. Le cahier d'enregistrement doit contenir les bordereaux de livraison des matières fertilisantes. Et lors du contrôle par l'organisme certificateur, le producteur doit fournir le cahier d'enregistrement, les factures des produits utilisés, portant la mention donc produits conformes au règlement CE 2018-848. Et pour certains produits particuliers, des documents complémentaires peuvent être demandés. Donc, je vous les ai listés là. Voilà, je pourrais vous envoyer la présentation si besoin. Et je voulais vous faire un dernier point sur la mention utilisable en agriculture biologique. Contrairement donc aux produits agricoles et alimentaires, les produits fertilisants ne peuvent pas être certifiés biologiques. Donc, en fait, aucune mention suggérant qu'un fertilisant est bio ne peut être utilisée. C'est pourquoi les logos bio européens et français qu'on connaît tous ne peuvent pas être apposés sur les fertilisants. En revanche, il va être possible d'utiliser une mention utilisable en agriculture biologique conformément au règlement 2018-848 ou une mention équivalente. Donc là, vous avez un exemple d'un logo qui peut être utilisé, voilà, mais il peut en exister d'autres et ils ne sont pas déposés. Voilà, c'est pas comme le logo agriculture biologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur doit vraiment s'assurer avant l'utilisation du produit de la conformité de son intrant et il doit en exiger des garanties auprès de son fournisseur. Et le metteur en marché va être lui responsable des allégations qu'il va apposer sur l'étiquetage de son produit. Il faut savoir aussi que certains organismes de contrôle vont proposer aux fabricants des prestations de vérification de conformité des intrants au regard de la réglementation qui est en vigueur.
Et cette démarche, il faut savoir qu'elle est payante et pas obligatoire, donc les fabricants ne vont pas forcément y avoir recours. Et une dernière petite information là-dessus, cette mention UAB va être contrôlée en France par la DGCCRF. Voilà pour moi et je vous remercie de votre attention. Voilà, je vous ai mis quelques sources que vous pourrez récupérer dans le diapo si besoin. Merci Margot. Donc, tu disais par rapport à la présentation, mais je répète, les présentations sont disponibles si vous vous inscrivez donc, du coup, sur le chat à gauche en haut. Nous allons passer à la dernière présentation, donc, qui est l'outil d'aide à la décision pour gérer et pour piloter en fait, vos apports de matière organique. Donc, je laisse la parole à Nicolas Dubreuil du CIVAM Bio DPO. À toi, Nicolas. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, si tu peux grossir à peine, je pense que ce serait bien, si Ok. c'est possible. Oui, donc voilà, Nicolas Dubreuil du CIVAM Bio dans les Pyrénées-Orientales. Moi, je vais vous présenter un peu l'outil qu'on a développé là avec le groupe de travail et qu'on a conçu du coup dans le cadre de ce projet. Il a pour objectif d'aiguiller un peu dans les stratégies de fertilisation organique, notamment en faisant des simulations économiques. Donc pour l'instant, il se présente sous le format d'un fichier Excel. Voilà, donc vous avez une petite notice d'utilisation dans le premier onglet. Et en fait, on a subdivisé en 5 grands objectifs. Les 2 premiers qui concernent la partie azotée, donc respectivement amener 30 unités et 50 unités d'azote. Et 3 autres objectifs qui sont plutôt sur le bilan humique, donc redresser de 1% le taux de matière organique de son sol avant plantation et sur une vigne en place. Et le dernier qui est plutôt sur une compensation des pertes annuelles d'humus. Voilà, donc comment ça se présente? Vous avez un onglet après par département. Donc là, je prends l'exemple du Gard, par exemple. Donc vous retrouvez ces 5 grands objectifs, l'objectif amener 30 unités d'azote, amener 50 unités d'azote. L'objectif 3, redresser de 1% et ainsi de suite. Donc pour chaque objectif, en fait, vous avez différentes familles de produits qui sont utilisables et qui reprennent en fait les familles qu'on a présentées dans le guide, le précédent livrable là qui vous a été présenté en début de webinaire, avec respectivement les produits commerciaux qui sont en bouchon, les produits commerciaux qui sont en vrac, en bleu, toutes les matières qui vont plutôt être issues de déchetterie, de sous-produits vinicoles, etc. Et enfin, les matières organiques qui sont issues directement d'exploitation agricole. Vous avez ensuite du coup les coûts à la fin des différentes stratégies. Et donc ça permet d'avoir déjà une vision d'ensemble un petit peu dans chaque département, des potentiels, voilà, des différentes stratégies que vous pouvez potentiellement avoir dans chaque département, qui sont issues du coup de stratégies réelles qu'on a identifiées sur le terrain avec les coûts réels, qui sont pour le coup, qui datent plutôt de l'hiver dernier. Donc voilà, on sait que c'est très très volatile, mais ça fait quand même une bonne base déjà de comparatif des différentes stratégies que vous pouvez avoir pour un objectif donné. Après, l'intérêt de cet outil, ça va être de se l'approprier en fait, très clairement, et à partir des fiches produits que vous pouvez avoir ou du coût des intrants, d'aller modifier finalement dans le fichier directement le coût, les caractéristiques agronomiques du produit, pour en fait, c'est vraiment s'approprier cet outil. Donc ça peut être fait de manière individuelle sur des domaines. C'est quelque chose d'intéressant et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le font déjà, peut-être pas de manière aussi structurée. Et après, c'est aussi un outil qui est à mon avis très intéressant pour des collectifs. Je pense au groupe GIDE, au groupe 30 000, etc. Où là, on peut faire des comparatifs des différents intrants utilisés par les différents membres. Ou par exemple, pour des caves coopératives, où il y a souvent des achats groupés qui sont lancés, voilà, ça peut être un outil qui peut être très intéressant. Si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, pour une utilisation vraiment de base, on va dire, vous avez finalement en jaune là les colonnes que vous pouvez modifier assez facilement de prime abord. Donc, elles concernent le prix du produit à la tonne et les caractéristiques agronomiques du produit.
Donc voilà, par exemple, pour l'objectif amener 30 unités d'azote, je peux faire assez facilement varier ces paramètres-là, hein. Donc par exemple, si je compare un intrant là qui est un 3-2-3 assez classique et qui est classiquement utilisé de nos jours, bon, je peux le comparer par exemple avec un autre intrant sur la valeur, sur la colonne du dessus là, un 6-5-5 par exemple. Je vais aller modifier le prix. Je vais par exemple le toucher, je sais pas, à 480 € la tonne. J'ai modifié le prix précédemment. Hop, voilà. Et du coup, voilà, le coût total de la stratégie s'ajuste automatiquement. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez modifier assez facilement ces paramètres-là et vous approprier cet outil, quoi. Les autres colonnes, là, notamment l'approche économique et les éléments apportés, sont a priori verrouillés. Je fais l'essai en direct, là, si j'essaye de modifier. Voilà, les colonnes sont protégées, mais vous pouvez assez facilement, si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de l'outil, aller ôter la protection de la feuille et du coup modifier un peu tous les paramètres que vous voulez pour aller un peu plus loin dans cette appropriation, quoi. Donc voilà un exemple, hein, là sur la stratégie azotée qui est vraiment intéressante. Si vous avez besoin d'amener 30 unités d'azote, vous pouvez déjà faire un comparatif assez robuste des différentes stratégies, quoi. Je prends un autre exemple, hein, par exemple, compenser les pertes annuelles d'humus. Bon, pareil, là, on a d'autres types de produits, hein, notamment des amendements. On a volontairement laissé des stratégies qui sont non réalisables ou complètement irréalistes, parce que des fois, on entend des gens nous dire, par exemple, je veux remonter le taux de matière organique de mon sol avec des bouchons ou des amendements organiques. On voit que c'est très très compliqué vu les quantités qu'il faut apporter, hein, puisque 70 tonnes ou 100 tonnes de bouchons, c'est un coût complètement exorbitant, quoi. Donc voilà un peu pour une utilisation de base. L'idée, c'est juste de modifier ces colonnes en jaune, quoi. Après, si on rentre un peu plus en détail, je vais prendre un autre exemple, un autre département, le 66. On a fait tout un tas de postulats agronomiques et écologiques et économiques, pardon, que je vais vous expliciter un peu plus en détail, mais que vous retrouvez dans l'annexe, enfin dans la notice d'utilisation. Donc voilà, tous les postulats qu'on a utilisés et qui peuvent aussi être modifiés pour une utilisation plus, quoi. Donc la première chose qu'il faut bien noter, c'est que l'azote, là, c'est l'azote total qu'on utilise et pas l'azote efficace, tout simplement parce que la donnée azote efficace est très peu présente sur les fiches produits. Et du coup, on a pris le parti pris d'utiliser l'azote total. Donc ça implique que pour les 2 premiers objectifs, il faut quand même utiliser des produits qui soient à relargage relativement rapide d'azote, quoi. Le deuxième postulat agronomique qu'on a pris pour les objectifs 3 et 4, redresser de 1 % de matière organique mon sol, on a fait un choix arbitraire, hein, de dire qu'il fallait amener 35 tonnes d'humus stable, sachant que c'est quelque chose qui va vraiment varier selon la densité de votre sol, la quantité de terre fine et les fourchettes qu'on trouve dans la littérature. Là, on était plutôt entre 30 et 45 tonnes d'humus stable à rapporter. Donc voilà, on a pris une valeur médiane. Idem pour les pertes annuelles d'humus. On a pris la valeur de 500 kg par an d'humus qu'on perd. Là, c'est peut-être encore plus volatile parce que ça va dépendre du nombre de travail de sol que vous faites, de si vous laissez une couverture hivernale en place pendant le pic de minéralisation, hein. On sait que ça aide beaucoup à limiter la minéralisation du sol à une période où il n'y en a pas besoin. Et puis tout simplement, le contexte pédoclimatique des parcelles fait que les pertes peuvent être très différentes, quoi. Donc voilà, on a pris ces valeurs moyennes. Après, si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pouvez bien sûr les modifier en allant tout simplement modifier les valeurs ici. Il faudra juste ôter la protection de la feuille pour pouvoir les modifier, hein. Voilà, tout simplement. Si vous considérez que vous perdez que 400, voilà, et du coup la quantité va s'ajuster automatiquement, quoi. C'est pour ça qu'on a verrouillé en fait ces cases, hein, parce qu'après c'est que des formules, donc pour pas que les gens les modifient par inadvertance, quoi. L'autre variable, enfin l'autre postulat agronomique qu'on a fait, c'est sur l'humus qu'il y a réellement dans les produits. Ça, c'est sujet à quand même beaucoup de variations entre les produits. Donc là, on a fait quand même un gros travail de recensement des différents produits qu'il y avait en présence dans les départements. On a des valeurs moyennes d'humus stables par les produits, hein, en kilogrammes par tonne. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de voir avec les fiches fournisseurs que vous pouvez avoir,
qui sont censés vous les donner, hein, notamment pour tout ce qui est amendement, et puis pour pouvoir renseigner ces humus stables que vous avez sur les produits. À noter du coup qu'on a inclus des pratiques complémentaires où l'approche est quand même assez différente, puisque là on est sur de l'enherbement. Alors du coup, pour la partie azotée par exemple, on a mis un coût à l'hectare qui lui reste fixe en fait, hein, mais qui est beaucoup plus aléatoire qu'un amendement classique. Et donc en fait, on a fait l'approche est un peu inverse, c'est-à-dire on a quantifié la biomasse sèche qu'il faudrait arriver à produire sur les parcelles pour répondre à l'objectif. Voilà, donc c'est un petit peu ce objectif de biomasse à produire pour atteindre l'objectif. Voilà, pour 30 unités d'azote, on a estimé que c'était 2 tonnes de matière sèche. Pour 50 unités d'azote, on a estimé que c'était 3,5 tonnes de matière sèche réellement ramenée à la parcelle pour répondre à ce besoin. Pour les redresser de 1% de matière organique, on voit que c'est complètement irréalisable avec des couverts, hein, parce que là, il faut amener des quantités vraiment très très importantes de matière sèche. Donc ça se fait vraiment sur un pas de temps très long, au moins 10 ans, quoi. Par contre, sur les pertes annuelles d'humus, on voit que les enherbements là peuvent être intéressants, puisqu'on reste sur des matières sèches qui sont réalisables à l'hectare, quoi. J'espère que j'oublie rien sur tous ces postulats agronomiques. De toute façon, ils sont bien détaillés dans la notice d'utilisation, hein, et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure. On a aussi fait plusieurs postulats économiques, du coup. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, hein, le coût se scinde en deux. Il y a le coût de la stratégie bord de champ, donc là qui est tout simple, hein, c'est la quantité de produit fois le prix du produit, hein, tout simplement. Et sur le coût de la mise en place du produit, alors c'est un peu différent selon le type de produit. Pour tous les produits normés, on a un coût forfaitaire qui est de 63 € l'hectare jusqu'à 500 kg de produit, 95 quand on est de 500 kg à 1 tonne, et 126 quand on est de 1 tonne à 2 tonnes de produits. Donc ça, en fait, c'est tout simplement des coûts et des données de la Chambre d'agriculture du Gard et du Tarn, où on a 20 € de frais de main-d'œuvre, 18 € de traction et 25 € de frais d'amortissement des épandeurs. Voilà, donc ça aussi, si jamais vous avez des données plus précises, vous pouvez les faire varier. Pour toutes les autres amendements, et notamment les matières issues de déchetterie ou les matières issues de ferme, là, on est plutôt sur un coût forfaitaire de prestation qui est du coup de 12 € avant plantation et de 24 € sur des parcelles qui sont déjà plantées. Donc ça, c'est des coûts moyens là qu'on a recoupés sur les différents départements. Là aussi, vous pouvez les faire varier si besoin, quoi. Donc ça, c'est un coût d'une prestation d'épandage fois la quantité de matière que vous apportez. Donc voilà, c'est là qu'on voit, par exemple, sur le redressement d'un taux de matière organique, hein, notamment sur une vigne avant plantation, il y a des stratégies qui sont plus ou moins onéreuses et qui vont de toute manière être beaucoup plus avantageuses avant plantation qu'après plantation, puisque là, entre l'objectif 3 et 4, finalement, il n'y a que le coût de la mise en place qui change, hein, le coût de la stratégie bord de champ est le même entre ces deux objectifs. Voilà, pour le coût de la mise en place des couverts, un petit peu de la même manière, hein, on a pris des coûts d'amortissement, donc du semoir notamment à 16 €, la main-d'œuvre à 20 € et la traction à 18 € et du coup on arrive sur des frais de mise en place qui sont de 108 € quand on sème tous les interrants et de 156 quand on a une stratégie de roulage, puisque là on a inclus du coup une opération spécifique de destruction qu'on n'a pas inclus dans un broyage, puisqu'on considère que de toute façon, en général, il va y avoir un travail du sol qui va être fait au printemps, quoi. Donc voilà un petit peu les différentes caractéristiques là, sur l'approche économique qui vous permettent de vous approprier un peu cet outil avec les différentes propositions commerciales que vous pouvez avoir. Voilà, après c'est un outil qui a vocation à évoluer, hein. Déjà rien qu'en préparant le webinaire, j'ai repéré quelques coquilles, donc on va les réparer avant de vous l'envoyer. Mais je pense que c'est un outil qui aura vocation aussi à évoluer au cours du temps, avec les retours qu'on pourra avoir. N'hésitez pas du coup à vous inscrire sur le lien qu'on a fait passer dans le chat. Tout à l'heure, j'avais que 25 réponses. Si vous voulez recevoir l'outil là, on vous l'enverra dans les semaines qui viennent, quoi.
Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mon temps imparti. Bon, très bien. Donc, on va passer à la partie questions. Déjà, je pense que Jean avait une question, je pense que tu as répondu en partie. C'était sur Nicolas, sur les coûts d'épandage. Donc, qui repose la question s'il n'a pas eu la réponse. On va faire dans l'ordre. Donc, déjà pour Cyril, tu as une première question de Gabriel. Donc, sur la libération d'azote en été, il veut savoir comment ça a été mesuré, avec quelle pluviométrie pendant la saison estivale et la granulométrie aussi. Ah ben, c'est assez simple, c'est des mesures sur... il y a eu 2022 et une autre année où ben, pluviométrie estivale égale 0. Et on a fait un test d'azote, le N-testeur, où c'est un nitrate test, pardon, où on prend du sol, on le dilue, et puis on met les nitrates dedans, puis on a un virage, et on peut le convertir à partir de là en unité d'azote résiduel du sol. Et c'est là qu'on s'est rendu compte d'un truc très bizarre, c'est-à-dire que en plein mois de juillet ou début août, c'est surtout Yves Noué qui les a fait, on avait des valeurs aberrantes, c'est-à-dire du 200, 300 unités d'azote résiduelles, sans eau, sans rien. L'INRA a fait les mêmes mesures aussi, ils ont remarqué la même chose. Et donc, ben, on se pose la question de savoir si, en période extrêmement sèche et qui dure longtemps, comme ça, eh ben, on a une surmortalité de la flore et de la faune, microflore, microfaune du sol. Eh ben, quand ça meurt, ben, ça se dégrade et ça fait de l'azote. C'est une explication, mais on n'est pas sûr du truc. En tout cas, voilà, ça c'est un peu nouveau, c'est que épisode caniculaire, extrême sécheresse, très grosse minéralisation. Bien. Une autre question pour toi, Cyril, c'est par rapport à comment une analyse de sol peut-elle nous indiquer les blocages de minéralisation? N'est-ce pas l'intérêt des analyses sur végétal? Alors sur végétal, les blocages de minéralisation, ben, on les verra pas. Après, l'analyse de sol, si. Bon, mais là, il faut rentrer dans des analyses assez poussées. Il faut faire les analyses fractionnement de matière organique pour savoir si c'est la matière organique jeune, stable, pas stable. Et après, même, ils font des niveaux, des taux de minéralisation sortis d'hiver. Et là, on peut avoir une idée. C'est-à-dire que souvent, il y a un cas assez courant, notamment chez des gens qui ont mis beaucoup de compost de déchets verts, hein, pendant pas mal d'années. Vous avez des phénomènes d'engorgement du sol en matière organique jeune qui se dégradent mal. Et du coup, vous n'avez pas de minéralisation. Ça, on va le rencontrer aussi chez des personnes qui sont en bio depuis extrêmement longtemps. Donc, quand je dis longtemps, c'est les années 70. J'en ai quelques cas comme ça. Ou quand vous faites des mesures de taux de matière organique dans ces sols-là, vous avez 3,5, 4%, plus de 4%. Tout simplement parce que ces gens, c'est pas qu'ils ont mis des amendements organiques, c'est qu'ils ont laissé des engrais verts spontanés tout l'hiver depuis 50 ans et que graduellement, on a fait monter le taux de matière organique du sol et on a un pseudo-engorgement du sol en matière organique, parce que souvent, ces parcelles, ben, au niveau vigueur, c'est pas ça. Ça pousse plus. Enfin, ça pousse mal, parce qu'on a une matière organique qui se dégrade pas, quoi. Parce que souvent, les gens laissaient ces couverts hivernaux, mais ils les enfouissaient au moment où ça avait déjà lignifié. Donc, qui dit lignifié, c'est une matière organique stable, hein, avec de l'ismo et donc une fin d'azote chronique. Ok, merci Cyril. Ben, je vais faire une question pour Nicolas, du coup, pour changer un peu. Pour les couverts végétaux, les graines utilisées, est-ce qu'elles doivent être obligatoirement agréées à viticulture biologique, enfin agriculture biologique?
Alors pour les semences certifiées au sens de la réglementation du CNIS, elles doivent être bio ou non traitées si elles ne sont pas disponibles en bio, ce qui est quand même souvent le cas, même si c'est de moins en moins sur certaines espèces, notamment l'avoine, on commence à en trouver vraiment facilement en bio. Et par contre, pour des semences fermières, donc qui en fait ne sont pas considérées comme des semences, hein, plutôt du grain fermier, là, il faut obligatoirement que ça soit bio ou en conversion, quoi. Merci Nicolas. On passe à Margot donc. Margot, donc on peut donc apporter autant d'azote que l'on souhaite, susceptible de produire des nitrates dans les cours d'eau, pourvu que l'origine soit organique et issue d'un élevage AB. Donc on se doute un peu de la Alors, réponse, mais à toi non. Margot. C'est vrai que j'avais précisé que dans le règlement donc, de l'agriculture biologique, en effet, il est précisé que les quantités totales d'effluents d'élevage utilisés dans les unités de production biologique ou en conversion ne doivent pas dépasser 170 kg d'azote par hectare et par an, par an et par hectare, pardon, de surface agricole utilisée. Voilà. Si ce n'est pas en zone vulnérable, parce que Oui, si après, ce n'est en pas en fonction des zone vulnérable. départements, je rappelle, c'est une conférence qui est régionale, Occitanie. Donc il y a Oui, plusieurs départements et on n'a pas tous la même réglementation. Donc là, on parle hors zone vulnérable. Donc exactement. après, il faut s'en remettre à la réglementation des zones vulnérables pour chaque département. Donc ensuite, bon, ça c'était déjà sur l'estimation de coût de mise en place. Ça, Nicolas, tu avais répondu. Donc Nicolas, dans votre étude économique, prenez-vous en compte le prix de l'épandage main-d'œuvre? On y a répondu aussi. Pardon. Coût des fumiers compostés. Ça, on l'a vu. Nicolas, si tu veux répondre à celle-là, est-ce que le prix de la mise en place du couvert végétal dépend de l'objectif de rendement, notamment la densité de semis? Non, là on a pris des coûts de couvert végétal qui sont fixes, hein. Je peux repartager mon écran si vous voulez et vous les remontrer. Où on s'est basé sur, du coup 110 € pour un semis, où on a pris une fourchette relativement haute. Le coût de la mise en place, lui, était de 108 si on est sur tous les interrants, et de moitié bien sûr si on est un interrant sur 2, quoi. Donc, le coût de mise en place en tout cas ne change pas, et même si on fait différents mélanges, hein, dans la fourchette 110 €, on peut faire quand même pas mal de mélanges différents qui peuvent répondre à différents objectifs, quoi. Voilà, on s'est basé sur une fourchette un peu haute, quoi. Alors, même pour notre département, puisque vous avez compris que c'est par département, la mise en place, nous, c'était qui se fait tous les rangs, répond à des objectifs plutôt de rendement plutôt élevés quand même, plutôt vers des IGP, quoi. Ouais, et là, du coup, Voilà. on est sur des coûts qui sont un peu, qui étaient là un interrant sur 2, hein. C'est pour ça Ouais, qu'ils sont du coup, forcément moins les coûts sont moins élevés, quoi. ouais. Ok. Nicolas, toujours, quelle méthode utilisez-vous pour estimer la biomasse totale apportée par le couvert végétal? Merci. Si c'est la méthode merci, oui ou non, déjà? Ouais, alors là, sur ces estimations de matière organique, restituée, sur qu'est-ce qu'il faut rapporter pour rendre le service, là, on s'est basé vraiment effectivement sur la méthode MERCI, en destruction précoce du coup, pour voir vraiment à partir de quelle quantité de matière organique on rend le service, ramener 30 unités d'azote. Donc là, pareil, on a pris des fourchettes assez hautes pour pas prendre trop de risques, et voilà, avec 2 tonnes, avec une bonne proportion de légumineuses, on rend le service 30 unités d'azote assez facilement. Si on est sur 50 unités d'azote, il faut faire 3,5 tonnes de matière sèche réellement restituée, et là, bon, bah, via les relevés, merci qu'on fait, on voit que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais ça se fait sur des sols vraiment type plaine, assez productifs. L'avantage du couvert végétal, c'est qu'en général, plus les vignes sont productives, plus les sols vont le rendre aussi au niveau des couverts. Donc, voilà. Mais après, le coût, en tout cas, le coût de la mise en place ne change pas. C'est plutôt, l'approche est vraiment inverse finalement avec, par rapport aux autres amendements, hein, parce qu'il y a ce côté aléatoire sur les couverts, et parce que le coût de mise en place en fait ne change pas. C'est juste la réussite du couvert qui va dépendre heu, si on rend le service ou pas, quoi.
lié surtout à la climatologie. Enfin, à la mise en place et à la climatologie. Et à la Après, climatologie aussi, bien sûr. oui. Donc, toujours dans la même lignée sur les couverts végétaux, pas de différence d'apport selon la méthode de destruction utilisée, broyage, déchômage, roulage. Différence d'apport, c'est-à-dire. En fait, je pense que la personne voulait savoir la méthode qu'on a utilisée pour. Est-ce que c'était plutôt du roulage, plutôt du déchômage ou plutôt du roulage? Ouais. Alors là, pour le coup, on a pris des stratégies qui sont couramment utilisées dans les différents départements. Et par exemple, là, pour les restitutions en azote, on est clairement sur du broyage, hein, parce qu'on sait que c'est le plus efficace, avec un broyage assez précoce. Et par contre, sur les stratégies compenser les pertes en humus, on a 2 stratégies. On a un broyage, que vous voyez ici, et un roulage, qui est ici un peu plus tardivement, avec des valeurs d'ISMO du couvert qui vont augmenter, et donc des quantités de matière à apporter pour rendre le service qui vont forcément différer. Par contre, le coût de la mise en place ne changera pas forcément, quoi. Il y a juste le coût de la semence ne changera pas, le coût de la mise en place si, puisque comme je disais tout à l'heure, là on a inclus l'amortissement du rouleau FACA et le temps pour ce passage spécifique de rouleau FACA. Ce qu'on n'a pas fait sur le broyage, puisqu'on considérait qu'il y aurait toujours un passage de disque ou de gyro au printemps, même si on n'utilisait pas de couverts végétaux, quoi. Ok, merci Nicolas. Une question pour Cyril, si tu es toujours là. Cyril. Oui, oui, oui. Est-ce que économiquement, c'est intéressant de remonter les taux de matière organique dans les sols calcaires qui bloquent rapidement cette matière organique? Oui, mais c'est pas trop le calcaire qui va la bloquer, la matière organique, c'est savoir le taux d'argile. Si le sol est argileux, si c'est des sols lourds, économiquement, ça vaut le coup. Si c'est des sols, des sables calcaires, hein, là, ça vaut pas le coup parce que le sable va brûler les amendements assez vite. Donc oui, c'est intéressant. Ok. Est-ce que vous avez des retours, Nicolas, d'expérience avec le biochar? Enfin, là, c'est tout le monde. Margot aussi, si tu as des retours. Parce que Moi, j'en ai chez moi, pas, hein. moi, chez nous non plus dans le Tarn, je réponds en premier, mais Nicolas? Moi, oui, on a fait beaucoup d'essais là cette année avec la sécheresse qu'il y a eu là dans les Pyrénées-Orientales et bon sur le littoral audois aussi. Et oui, oui, on a des très bons résultats là depuis 2 ans. Du coup, bon, c'est pas vraiment dans le cadre de ce projet, mais et on n'a d'ailleurs pas inclus de stratégie biochar là-dedans. Mais effectivement, ce sera peut-être une idée pour une prochaine, pour l'évolution de cet outil, quoi. Et on fera une grosse journée. Je pourrais vous passer la date là quand on transmettra les documents, le 14 décembre prochain, pardon, où on va parler un peu de tous ces essais biochar là, où tant au niveau du sol qu'au niveau de la vigne, on voit des impacts dès la première année, quoi, qui sont assez intéressants, notamment plus d'humidité dans le sol, quoi. Ok. Margot, biochar, t'as des échos ou des résultats? Non. Ouais, pour l'instant, ça reste quand même à la marge, même sur les vignobles. Donc, la question par rapport à Merci, est-ce que cette méthode est toujours valable dans les climats qui deviennent de plus en plus secs, notamment avec une faible humidité dans le sol? Nicolas, si tu veux répondre. Oui, là, c'est pas tant une question de climat parce que c'est plus une question de cycle du couvert. La méthode Merci, elle est basée sur un certain nombre de jours. Elle est issue quand même des grandes cultures, donc elle est assez fiable. On l'a comparée nous avec des analyses en labo sur des destructions précoces, février, mars, allez max début avril. Par contre, au-delà de ça, quand il va y avoir une forte croissance du couvert, il va y avoir une dilution de l'azote. Donc souvent, on se retrouve avec des valeurs azotées du couvert qui sont un peu surestimées pour des destructions tardives. Et du coup, elle est quand même un petit peu moins fiable pour des destructions tardives. Après, l'un dans l'autre, c'est pas forcément un problème parce qu'en général, quand on est sur un objectif azote, on préconise de toute manière des destructions relativement précoces autour du débourrement, hein, pour coller au cycle de la vigne, quoi. Mais donc voilà, dans une utilisation dans ce cadre-là, destruction précoce, c'est relativement fiable, ouais. Tant sur les restitutions azotées que sur la biomasse produite, où là, c'est vraiment très fiable, quoi.
Après, je rajouterai juste, nous, sur notre département, c'est vrai que si on a après des mois de février-mars secs, on préconise quand même de détruire plus tôt parce qu'on part déjà avec un potentiel humidité sol faible. Et si le couvert risque d'assécher, enfin nous on l'a déjà constaté sur les années, les printemps secs, risque d'assécher encore plus le sol. Et du coup, on a des départs et des débourrements qui peinent liés au couvert végétal. Donc c'est vraiment en fonction à faire, la destruction, c'est en fonction de chaque année, c'est vraiment différent. Ça peut être vraiment différent. Bah, pareil, même remarque, si c'est détruit trop tard, la vigne patine, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors après, quelle différence entre les départements dans le tableur? Alors, et peut-être Nicolas l'a dit, mais en fait, on a essayé sur chaque département de reprendre les produits qui se faisaient le plus, les produits organiques qui se faisaient le plus. Et donc, vous allez retrouver ce qui se fait normalement chez vos distributeurs. Et en amont de masse, ce qui se fait soit dans les distilleries, soit dans les compostières. Et donc, voilà. Normalement, ce sera assez complet. Et s'il en manque, de toute façon, n'hésitez pas à nous le faire remonter, mais on a essayé de faire quelque chose d'assez exhaustif. Après, bonjour, quand recevra-t-on les documents? Assez rapidement, je pense. Nicolas, c'est toi qui gères la mail list. Ouais, là j'ai bien reçu pas mal de réponses là, dans le lien. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous inscrire. D'ici quelques semaines, là, le temps de modifier les 2-3 coquilles qu'on a vues, et on vous enverra, et d'avoir le replay là. Et on diffusera largement de toute façon cet outil avec le replay du webinaire pour que les gens puissent le prendre en main, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci de votre participation. Je vais laisser la conclusion à Marie. OK. Bah, écoutez, merci à tous. C'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt la clôture du webinaire. Donc, écoutez, merci beaucoup aux intervenants, hein. Je pense que c'était très intéressant et pour leur implication dans ce projet, régional qui réunit, comme vous l'avez vu, plusieurs, partenaires de la viticulture bio. Et merci, à tous pour vos questions et votre intérêt. Vous recevrez le plus rapidement possible le replay et les documents qui vous ont été, présentés aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.